Bonjour, bienvenue sur Afro Guinée TV dans votre émission Jeunes à venir. Aujourd'hui, à l'occasion du mois de l'enfant, nous aurons comme invité M. Camara, qui est président de l'accueil collectif des mineurs. Et de l'autre côté, nous aurons M. Gulde Sidibé, qui est secrétaire général d'une association qui milite pour la défense des droits de l'enfant. Et tout à l'heure, nous vous réservons beaucoup de surprises à cette occasion. Restez connectés et à bientôt. Voilà, comme je vous le disais dans les titres, aujourd'hui, à l'occasion de ce mois de l'enfant, nous avons comme invité M. Camara, qui est président de l'accueil collectif des mineurs. Et de l'autre côté, nous avons M. Sidibé Mamadou Djulde, qui est également secrétaire général de l'autre côté d'une association qui milite pour la défense des droits des enfants démunis, pour préciser. Et tout à l'heure, on va commencer par M. Camara. M. Camara, bonsoir. Bonsoir, et merci. Et de l'autre côté, nous avons M. Gulde Sidibé, qui est secrétaire général d'une association qui milite pour le droit de l'enfant. M. Sidibé, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir accordé cette interview. Et voilà, comme je vous le disais, nous sommes avec ces deux leaders qui militent pour les droits de l'enfant dans notre cher pays. Je vais commencer à ma droite par M. Camara. M. Camara, parlez-nous un peu de votre association. Alors, une fois de plus, encore merci. Je suis très heureux d'être là cet après-midi pour un échange éducatif. En ce qui me concerne, comme vous venez de le dire, moi c'est Amadou Camara. Je suis l'actuel président de l'ONG Accueil Collectif des mineurs. C'est une ONG, comme la plupart des ONG, qui a été créée le 21 juin 2015 dans la commune de Kamou. Aujourd'hui, nous avons cherché à délocaliser son siège dans la commune de Matam, qui a pour objectif de lutter contre l'analphabétisme des enfants, l'insertion et la protection des enfants, et contribuer au développement socio-éducatif pour tous les enfants de Guinée. Et c'est d'ailleurs notre vision, c'est de se battre cause âme, afin que réellement tous les enfants naissent et grandissent dans de meilleures conditions et jouissent de leur plein droit pour s'épanouir tout en aidant leur communauté à se développer harmonieusement dans un environnement très favorable. Et ceci dit que ça ne m'étonne pas si on vous appelle papa des enfants sur les réseaux sociaux. J'ai vu de passage ça dans vos commentaires. Ouais. Qu'est-ce que ça vous dit exactement quand on vous appelle papa des enfants? Oui, on me dit ça souvent, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai consacré mon temps pour les enfants. Donc tout le temps je suis avec les enfants, à chaque fois que vous me voyez dans le quartier, même pour manger, je suis avec les enfants, pour dormir, pour regarder, pour suivre la télé. Il faut que réellement je fais tout avec les enfants quoi. Donc du coup les gens ils n'ont pas trouvé d'autres appellations, ils ont préféré ce nom, papa des enfants, et d'autres même me disent tonton Koubi. Donc moi je pense bien que réellement c'est le fait de m'adonner à fond pour les enfants, ce qui fait que aujourd'hui moi je suis appelé par bon nombre de personnes le papa des enfants, le tonton des enfants. Voilà, comme je vous le disais, nous sommes avec ce fameux papa des enfants des réseaux sociaux. Et pour revenir très rapidement avec M. Sidibé, qui est de l'autre côté secrétaire général de l'association Guinée Humanitaire Enfance. M. Sidibé, parlez-nous un peu de votre association. Encore une fois de plus, bonjour, merci d'avoir accordé cette interview à mon quartier de personnes. Je suis le secrétaire général de l'ONG Guinée Humanitaire Enfance. C'est une ONG comme tant d'autres ONG qui militent dans la protection et la promotion des droits de l'enfant. De manière générale, mais particulièrement les enfants démunis, donc les enfants de la rue, les enfants orphelins. Et d'ailleurs, on a effectué, l'ONG que je représente aujourd'hui, a effectué pas mal d'activités dans ce domaine. Le domaine de la réinsertion des enfants, mais d'abord il faut les identifier, savoir les enfants de la rue, leurs statistiques avant de les insérer dans les activités socio-professionnelles. Mais également les enfants, il faut les scolariser parce que nous avons constaté qu'il y a pas mal d'enfants qui sont déscolarisés. Justement. Donc il faut vraiment les insérer les scolariser et les insérer dans les environnements socio-professionnels, tels que la couture, la menuiserie, la plomberie et suivant. D'accord. On a effectué pas mal d'activités dans ce domaine. Nous faisons à chaque fois, surtout c'est le moment opportun pour nous, parce que c'est le mois de l'enfance, il faut le préciser. Justement. Donc le mois qui est consacré à l'enfant, chaque
chaque année, nous faisons des activités de remise de dons aux enfants dans les différents orphelinats. L'année dernière, on a fait des activités de remise de dons à l'orphelinat Résina Maris, qui est également dirigé par Madame Ariel. Donc nous avons des partenaires également dans le domaine de la protection et la promotion des droits de l'enfant. Parce que nous avons constaté que vraiment les enfants qui sont orphelins, les enfants de la rue, vraiment ce sont des enfants qui se sentent d'une manière ou d'une autre stigmatisés. Et d'ailleurs c'est l'ambition que nous avons de leur donner vraiment, de leur redonner le sourire. Justement. Vraiment dire que vraiment on ne vous a pas abandonné. On vous a pas abandonné. Nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous. Et dans ce cadre, notre religieux dans ce domaine. Mais nous prenons aussi le droit de l'enfant, de manière générale. Et on a inséré certains objectifs tels que la protection des droits de la fille. Parce que parmi ces enfants orphelins, il y a des filles qui se retrouvent vendeuses, par exemple, des œufs glacés. Il faut de passage le préciser. Bon, est-ce que quelque part, si vous parlez du droit de la fille, est-ce que vous n'êtes pas en train de toucher les objectifs du club des jeunes filles leaders de Guinée, qui s'est crampulé que pour objectif seulement militer pour le droit de la jeune fille? Eh bien, le club des jeunes filles leaders de Guinée peut se cramponner dans ce domaine, mais cela n'exclut pas que certaines autres ONG puissent avoir des objectifs connexes à cet objectif, tels que la nôtre. Nous sommes une ONG d'humanitaire. Et donc, dans ce domaine, on protège les droits de l'enfant. Nous avons vu vraiment qu'actuellement, les droits de l'enfant sont bafoués, surtout les enfants déshérités. Donc, c'est pourquoi nous militons dans ce domaine. Voilà, en une minute pour rester toujours avec vous, pourquoi avez-vous décidé d'être au service des enfants? Qu'est-ce qui vous anime exactement en étant à ce service? Eh bien, vous savez, l'enfant, c'est comme l'enfant a un esprit parachutiste. Tant que tu ne l'ouvres pas, il ne s'ouvre pas de lui-même. Donc, les enfants qui sont vraiment orphelins, ils se sentent abandonnés. Vous savez, je me rappelle pour une petite histoire, un jour, mon président actuel, Mathias Bois, il quittait de l'université un beau matin. Il a trouvé vraiment un enfant dans un dépotoir d'ordures. Mais qu'est-ce que cet enfant faisait là? Il lui a posé la question vraiment, mais qu'est-ce que toi tu fais ici? Au moment où tous les autres enfants sont à l'école ou bien d'autres sont dans les métiers. L'enfant a répondu vraiment, c'est ma maman qui m'a dit de venir chercher à quoi nous nourrir. Vous voyez? Parce qu'il est orphelin. Donc il n'avait pas les besoins, vraiment comment se subvenir aux besoins de la famille. Donc il allait dans les dépotoirs là, chercher des canettes pour prendre ça et peser, pour que ce soit vraiment une rentabilité pour lui et sa famille. Afin de nourrir sa famille. Afin de nourrir sa famille. Donc de passage, mon président est parti dans la famille, il a fait quelque chose et c'est depuis ce jour-là l'idée vraiment nous est venue à tête que ces enfants-là, il faut les insérer dans des milieux professionnels ou bien il faut les scolariser pour que demain, ils deviennent un leader. On n'en sait jamais, est-ce que ces enfants orphelins aujourd'hui là, est-ce que parmi eux, il n'y a pas de ministre si on les scolarise? Est-ce que parmi eux, il n'y a pas également un président? Même c'est pas exclu. Donc vraiment l'ambition d'aider les enfants de manière générale, mais particulièrement les enfants démunis, parce que c'est eux qui sont, disons, sans parents. Voilà, justement comme nous le dit notre invité, Monsieur Sidibé, qui est secrétaire général de Guinée Humanitaire Enfance, qui nous parle de la défense des droits de l'enfant en parlant des enfants démunis. Et pour revenir avec vous, Monsieur Camara, qu'est-ce que vous avez envisagé donc pour les enfants de la rue à l'occasion du mois de l'enfant? Alors, déjà, pour nous, nous la faisons en fonction de nos objectifs. Et quand vous prenez par exemple le premier objectif de notre ONG qui est celui par exemple de lutter contre l'analphabétisme des enfants, Donc à ce niveau, il y a une panoplie d'activités que nous menons à ce niveau pour pouvoir épargner les enfants dans l'ignorance. Donc par exemple, parce que comme il vient de le dire, M. Sidibé, nous sommes les hommes du terrain. Et on ne fait rien sans être sur le terrain d'abord. Donc une fois sur le terrain, nous faisons l'identification et l'enregistrement des enfants qui sont dans la nécessité. Donc dans ce cas, quand nous interceptons ou bien rencontrons un enfant qui n'est pas par exemple dans
qui n'est pas scolarisé, parce que ce peut par exemple que l'enfant il est scolarisé, mais il part à l'école vers la soirée. Donc dans ce cas, nous les rencontrons, nous essayons de développer une écoute entre nous et les enfants. Mais pourquoi vous n'êtes pas à l'école? Mais pourquoi vous êtes en train de faire le commerce illicite? Donc l'enfant sûrement il va nous dire que bon, je n'ai pas été à l'école, soit je dois partir vers la soirée, soit bon, mes parents n'ont pas les moyens, donc je suis là pour subvenir au deuxième primaire pour moi, mais également pour la famille. C'est ce qui fait que réellement nous n'avons pas été à l'école. Bon, on lui demande est-ce que réellement si nous cherchons par exemple à vous scolariser, vous allez accepter? Il dit oui. Donc dans ce cas, nous prenons par exemple la peine de se rendre à la famille pour demander le consentement des parents et pour qu'ils nous fassent une explication sur ce qui fait que réellement l'enfant ne part pas à l'école. Et vous pouvez trouver les mêmes réponses que l'enfant nous a dit, et certaines familles aussi nous diront comme ça, et d'autres par contre même ne veulent pas nous recevoir quoi. Donc du coup on fait de notre possible pour échanger avec la famille, et dans ce cas on peut demander le consentement de la famille avec toutes ces explications dont je viens de vous citer, et nous on est prêt à prendre votre enfant en charge. Mais vous allez nous donner, même si c'est une semaine, nous allons partir, on va faire une réunion technique pour voir la situation de l'enfant, parce que nous n'avons pas les moyens, nous ne sommes que des jeunes qui sont parrainés aussi par nos papas quoi, et nos mamans. Donc après consultation, nous allons procéder à une prise en charge de l'enfant. Est-ce que réellement c'est un enfant qui doit aller dans une école publique ou bien dans une école privée, selon son âge? Parce qu'un enfant qui est âgé de 0 à 3 ans, lui ne peut pas aller dans une école publique. Il doit forcément commencer par une école maternelle privée. Donc dans ce cas, nous allons identifier des écoles de proximité, que ce soit une école publique ou une école privée. Comme ça, on part, on demande le prix, à combien nous pouvons scolariser dans les une semaine là quoi, pour voir exactement est-ce que nous pouvons prendre l'enfant en charge. Si nous voyons que réellement nous pouvons prendre l'enfant en charge, alors nous revenons vers les parents pour leur dire que oui, nous sommes prêts à scolariser cet enfant, mais à condition que vous laissez l'enfant aller à l'école et étudier très bien dans de meilleures conditions. Et si toutefois que réellement nous ne nous permettrons pas de venir satisfaire le besoin de l'enfant, nous allons procéder à une deuxième activité qui est celle du parrainage des enfants. Alors dans ce cas, nous nous redirigeons vers les patrons, les communautés ou bien les institutions pour le parrainage, ou bien vous-même, on peut venir auprès de vous, monsieur Jean, est-ce que réellement on a un enfant comme ça là? Ah oui, mon cadreur va prendre ça en charge. Effectivement. Monsieur Moussa va prendre ça en charge. Je me dis, monsieur Jean, est-ce que vous pouvez parrainer cet enfant pour nous, même si c'est pour une année ou bien dans une école publique? Justement. Donc s'il accepte, les parents vont se manifester dans ce cadre-là aussi. Donc à part de ça aussi, il y a... Parce que sans vous couper la parole, moi j'ai vécu un peu cette expérience. Même si vous décidez de parrainer ou de chercher à insérer l'enfant dans une vie éducative, il se peut que peut-être l'enfant soit dans une situation vraiment familiale, une situation familiale très compliquée, c'est-à-dire un enfant qui a perdu par exemple sa maman, qui vit avec la co-épouse de sa maman, et ceci dit que si l'enfant est tout le temps victime des harcèlements, on ne donne plus l'occasion à l'enfant de retrouver une vie normale. Et voilà, il y a des familles comme ça où on préfère mettre son propre enfant à l'école et après on met l'enfant d'autrui dans la rue. Et est-ce que quand vous rencontrez ces difficultés comme ça et que le parent insiste, vous n'avez pas des moyens d'intervention pour interpeller très rapidement la sécurité afin qu'on puisse mettre fin à ces situations pareilles? Effectivement, nous rencontrons ces énormes difficultés, et même là où nous sommes comme ça, là, on a un cas de ce genre là. Mais tout dépend de l'engagement quoi. C'est pourquoi d'ailleurs bon nombre de personnes, moi on m'appelle le guerrier, parce que tout le temps moi je suis sur le terrain quoi. Donc je ne suis pas nerveux envers les parents, parce que moi j'ai un objectif à atteindre quoi. Donc cet objectif c'est de me battre corps et âme pour ces enfants là. Donc si les enfants là ne partent pas à l'école, je ferai de mon mieux pour que les parents sachent. Il faut faire comprendre aux parents aussi, même s'ils ne veulent pas. Le matin moi-même je peux me dépêcher, vite partir prendre l'enfant, je dis on va aller à l'école ensemble. Je pars. Donc il faut un suivi à ce niveau quoi. Mais les parents qui ne veulent pas le bonheur de certains enfants comme ça là, par exemple moi j'ai vu une situation, mais notre ONG n'avait pas les moyens. Et du coup nous avons fait appel à Madame Oumoul, la présidente de l'ONG Eddie for Hope, qui, je l'ai emmené les images, quand elle a vu l'image elle n'a pas pu supporter. Et donc du coup elle m'a mis en contact avec son coordinateur ici, à la personne de monsieur Lamarana. Monsieur Lamarana s'est dépêché directement pour venir. En ce moment j'avais une somme de 50 000 francs. Donc du coup j'ai anticipé les choses pour aller
récupérer, pour aller enregistrer l'enfant directement à l'état civil. Ouais. Là, ça se fait à 15 000 francs. Justement. Donc, j'ai appelé un photographe pour prendre une carte d'identité et une photo d'identité pour l'enfant pour que réellement sa scolarisation soit rapide. Justement. Donc, du coup, on a fait ça. Donc, mais cet enfant, depuis qu'on a scolarisé ces enfants-là, jamais plus grand, jamais, ses parents, sa tutrice du moins, Justement. ne lui a jamais donné la chance d'aller à l'école. Et souvent, oui, il a refusé parce que ses enfants sont là-bas. Donc du coup même, on a fait de telle sorte que réellement, nous pouvons prendre un de ses enfants pour que la petite aille à l'école. Mais avec ça, actuellement même, elle a fait un déménagement et je parle avec Madame Oumoul à tout moment. Je dis, Franco, qu'est-ce que je peux faire pour l'enfant? Je dis, ah Madame Oumoul, moi-même je ne sais pas là où ils sont partis. Peut-être sûrement, elle ne veut pas le bonheur de l'enfant. Donc c'est pour vous dire que réellement, ces activités, ces difficultés-là, nous les rencontrons. Donc il faut mettre un accent sur cette partie-là, pour dire aux parents que réellement, que ça ne sert à rien de voir l'enfant d'autrui évoluer et de l'empêcher quoi. Donc ça c'est vous empêcher vous-même quoi. Parce qu'un enfant qui est grandi avec vous, lui sûrement, quelle que soit son ingratitude, mais tôt ou tard, il vous sera reconnaissant un jour quoi. Voilà, ça c'est un cri de larmes de la part du président de l'association Accueil Collectif des Mineurs. Qui lance, c'est un appel aux parents qui sont dans une telle situation de très rapidement retrouver le moral. Et pour revenir avec vous, M. Guldé, est-ce que vous faites l'insertion de l'enfant dans un milieu purement sociétal? Surtout que quand on dit que l'enfant est le futur d'une nation. Dans ce domaine, l'insertion des enfants, nous faisons d'abord une enquête préalable. Okay. Pour savoir est-ce que l'enfant est dans la nécessité d'être inséré. D'accord? Très bien. Depuis qu'on est ONG, le 16 février 2016, on a fêté des anniversaires. La manière dont on insère les enfants, c'est que nous partons au niveau des écoles. Ouais. On part au niveau des écoles, nous créons un partenariat, nous les adressons un courrier. Vraiment, est-ce qu'ils peuvent accepter de scolariser ce que nous prenons en charge, un enfant, mais on l'amène au niveau de l'école. Et de ce fait, on a eu 2 enfants qui ont été scolarisés. Jusqu'à présent, ces enfants-là évoluent dans les différentes écoles. Mais professionnellement, que ce soit la couture, la plomberie, on n'en a pas eu d'abord des enfants. Des enfants que vous pouvez mettre dans des métiers en fait. Dans les métiers, on n'a pas eu. Parce que chaque enfant, quand on lui demande, on a un guide d'entretien. On lui demande vraiment entre le métier et l'école, quel est ton choix? Mais est-ce que vous prenez compte de l'âge? Parce que quand vous parlez de métier et école, il y a une catégorie d'âge qu'il faut déterminer en avance. Un enfant de 8 ans ou de 7 ans, de 5 ans, je crois qu'il est impossible de le mettre dans un atelier de coiffure ou encore moins dans un atelier de soudure. Oui, nous prenons compte de l'âge. Okay. Parce que les enfants auxquels on a rencontré, c'est des enfants en tout cas de 10 ans et suivants, jusqu'à 18 ans, on a rencontré. Mais si vous prenez par exemple dans les orphelinats, je me suis rendu, ça n'a même pas fait une semaine, à un orphelinat, Kirdia de Matoto, là où j'ai eu le privilège d'échanger avec la directrice, qui m'a laissé entendre que vraiment il y a de ces enfants qui ont besoin d'aller à l'école. Mais qu'est-ce qui leur manque? Ce sont les frais de scolarité. Justement. Vous comprenez? Et que ces enfants, leur consentement ne suffit pas à cet âge, comme vous venez de le dire. Ces enfants ont l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 13 ans. En tout cas, peut-être le plus âgé peut avoir 20 ans, pas plus. Donc ces enfants, nous leur venons en aide au niveau de leurs frais de scolarité. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez naturellement dans ce combat? Alors, vous savez, il y a pas mal de difficultés que nous rencontrons parce que, comme je vous le disais à l'entame, nous sommes des jeunes qui pensent que réellement que le développement de tout pays doit passer forcément par l'éducation. Notamment, nous nous sommes fixés à notre objectif qui est celui de l'éducation des enfants mineurs. Donc, à ce niveau, nous n'avons pas les moyens suffisamment pour pouvoir œuvrer dans l'éducation de ces enfants-là. Notamment, par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi notre page Facebook, nous avons commencé à lancer un appel aux dons pour les enfants, parce que nous comptons organiser des cours de vacances gratuites pour
pour les enfants à partir du mois de juillet, le 8 juillet. Okay. Mais vu que réellement les examens doivent terminer dans l'intervalle du 16 ou 20 comme ça, là, justement, nous serons obligés de décaler un peu la date. Donc tout ça là, par exemple, quand vous faites appel au professeur, il faut donner à un professeur pour un mois 500 000, 400 000 francs. Justement. Donc, et plus de ça aussi, les t-shirts, les décorations aussi, ça nous coûte cher. Les fournitures scolaires que nous achetons comme ça là, pour mettre à la disposition de ces enfants-là. Derrière ça aussi, il y a aussi quand nous sortons sur le terrain, les parents ne nous facilitent pas la tâche. Donc on est souvent des fois agressé par certains parents, mais on n'a pas de suite favorable. Si par exemple on était accompagné par l'État ou bien des grandes institutions telles que UNICEF, Sabour Guinée, Samaritain Guinée, donc toutes ces institutions-là, si par exemple... Mais est-ce que vous êtes parti auprès de ces institutions? Oui, on part. Est-ce que vous avez des stratégies que vous menez? Parce qu'ils sont là pour ça. Il y a un fonds déloué pour les enfants. Effectivement. Vous savez, nous, on a déposé toutes les demandes, non seulement les demandes de partenariat, auprès de plusieurs institutions en Guinée, notamment le PACOP, Programme d'accompagnement des communautés et pour la protection de l'enfance, SOS Village des enfants ici, justement, Sabour Guinée, également à Samaritain Guinée, mais il n'y a pas eu de retour favorable. Donc jusqu'à présent c'est ce côté-là encore. Même si par exemple ils ne nous accompagnaient pas financièrement ou matériellement, mais s'ils nous accompagnaient par exemple de façon morale, c'est-à-dire s'occuper de notre formation pour que nous ayons plus d'expérience sur la gestion de la vie des enfants. Justement. Je crois bien que réellement nous pouvons mener nos activités dans de meilleures conditions. Surtout également aussi sur le montage des projets, sur comment aider les enfants aussi quoi. Donc à ce niveau il y a certaines activités même, nous on vient, il y a de ces activités qu'on ne fait pas d'écrit. Est-ce que vous comprenez? Donc on vient, on s'assoit parce qu'on est engagé, on est motivé, on s'est dit bon, faisons une cotisation, on va faire cette activité. Donc l'essentiel ce n'est pas de dire aux gens de venir nous accompagner. S'ils nous voient faire des activités, peut-être ils viendront nous accompagner à ce niveau. Donc derrière ça aussi, le fait que réellement nous n'avons pas un centre d'accueil pour accompagner tous ces enfants-là. Parce que actuellement, là où nous sommes comme ça, nous avons plus de 20 enfants qui sont identifiés et enregistrés par nous. Mais on n'a pas les moyens pour pouvoir financer ces enfants-là, leur frais de scolarité. Il faut aller auprès des orphelinats. Est-ce que vous avez... Vous savez, les orphelinats aussi, par exemple, souvent nous on travaille avec Madame Laurence, la Maison du Bonheur. Nous avons échangé avec elle. Elle-même, elle a des difficultés de surmonter. Elle a plus de 58 jusqu'à 60 et quelques actuellement d'enfants au compte de son ONG. Et vous voyez tout ça là, elle a ses charges à supporter. En plus aussi, elle a ses objectifs. C'est-à-dire, l'orphelinat est dédié pour les enfants qui n'ont pas leur père, leur mère. Et l'âge aussi est limité. Donc elle est mieux placée pour vous expliquer cela. Mais d'après ces explications, on a compris que réellement, à elle seule, elle ne peut pas. Il y a des enfants, ils vivent avec leurs parents. Mais le fait que réellement, leurs parents n'ont pas les moyens pour subvenir à leurs besoins scolaires. Et donc, du coup, ils sont abandonnés dans la rue comme ça. Vous voyez, donc ils n'ont pas de quoi apprendre pour aller à l'école. C'est triste. Ces enfants-là aussi sont enregistrés. Donc vous voyez, si nous, par exemple, notre ONG avait un centre d'accueil où nous pouvons recevoir par jour 50 ou 30 enfants, je crois que réellement nous pouvons faire la mise à niveau pour ces enfants-là en attendant qu'ils soient scolarisés à l'école. Donc je reviens avec vous, M. Sidibé, dans la même question. Quelles sont les difficultés de votre côté quand vous parlez de cette ONG Guinée Humanitaire Enfance? Quelles sont les difficultés en réalité que vous rencontrez? Eh bien, en parlant des difficultés que nous rencontrons, d'abord c'est en matière de partenariat. Ça c'est une difficulté la plus accrue qu'on rencontre. En matière de partenariat, une fois que nous déposons les lettres de partenariat au niveau des institutions, que ce soit à Child Fund, à Plan Guinée, SOS et suivant, là, il n'y a pas de suite. La plupart des institutions restent inertes là-dessus. Et également, au-delà de ça, quand nous partons au niveau des écoles pour le partenariat, les enfants ne nous comprennent pas, ne nous facilitent pas la tâche. Comment? Parce que si vous êtes pour une cause, nous sommes des jeunes, il y en a que des étudiants et quelques diplômés qui sont vraiment en train de se débrouiller, donc c'est pas facile. Pour évoluer dans l'humanitaire, c'est pas une chose facile. Le bénévolat n'est pas une chose en fait qui est facile. Donc il faut qu'il y ait une grande abnégation de la part de tout un chacun, surtout
que ce soit à travers la campagne de collecte de fonds, que parfois ça réussit ou bien ça ne réussit pas. Vous le savez peut-être. Au niveau des collectes de fonds, vous pouvez partir, vous exposer au niveau des bailleurs, vous exposez le projet qui est très bien détaillé. Ouais. Mais vraiment, le bailleur, il ne trouve pas d'ici pour cela. Ouais. Et ça s'est passé plusieurs fois avec notre ONG. L'année dernière, par exemple, on avait une activité à Paris Moment également. On avait déposé le projet au niveau de KPC, la Fondation KPC pour l'humanitaire. Et on dit humanitaire. Et quand nous parlons de l'humanitaire, il y a des orphelinats, il y a des centres d'accueil, comme l'ONG de M. Camara, qui sollicite vraiment avoir un centre d'accueil pour ses enfants, pour les enfants de manière générale. Donc, il y a de ces domaines-là où il faut investir humanitairement. Mais je ne pense pas que aussi vraiment réparer des stades, ça constitue humanitairement. Non. Donc c'est pourquoi l'appel que je vais lancer aux institutions et vraiment aux téléspectateurs qui nous regardent présentement, c'est de nous aider à faciliter la tâche. Comment nous faciliter la tâche? Quand on lance une campagne de collecte de fonds, il faut vraiment que les gens se manifestent moralement, et que les gens se manifestent soit physiquement, matériellement et financièrement. Parce que sur tous les orphelinats, certains orphelinats n'ont pas un centre éducatif là-dedans. Par exemple, l'orphelinat que le monsieur a parlé là, l'orphelinat de Madame Laurence, Kunamatata, on a été la toute première ONG à apporter de dons à ces enfants orphelins. Mais nous savons comment on est parvenu à apporter ces dons. Il y a que nous comptons sur la cotisation des membres. Que vraiment, vous savez, il y a certains membres qui ne cotisent pas, quand il s'agit de cotisation. Justement. Mais quand on frappe aussi aux portes, les portes là ne s'ouvrent pas. Donc, une autre difficulté. Non, mais c'est triste parce que le combat que vous menez, c'est un combat très noble. C'est un combat noble. Oui, parce que quand je vous entends dire que les portes ne s'ouvrent pas dans les trucs de partenariat que vous demandez, ça me saute à la tête. Comment il se peut qu'il arrive que des institutions qui doivent s'impliquer dans la défense des droits de l'enfant refusent de trouver juste un partenariat avec vous? C'est vraiment étrange. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ce n'est pas... Le problème, ce n'est pas vous? Vous ne vous êtes pas posé cette question? Est-ce que vous faites des suivis des documents que vous déposez auprès des ministères? Parce qu'un document, c'est aussi des suivis. Au niveau des ministères, de passage, je rappelle que nous sommes en partenariat direct avec le ministère de l'Enfant et le ministère de la promotion féminine de l'enfant. De l'action sociale. De l'action sociale, la direction de l'enfance. Justement. Madame, à cette époque, c'était Madame Sanaba qui était là-bas. Ouais. Donc, au niveau de la direction de l'enfance, pendant certaines de nos activités, ils viennent même nous assister physiquement, matériellement et financièrement. Wow. Donc c'est le département là, on est en partenariat. Mais vous savez, c'est pas être en partenariat avec ce département là seulement. Il y a les institutions qui sont là, Child Fund, comme vous l'entendez. En principe, ça doit s'occuper des enfants, que ce soit des enfants de la rue ou pas. Et également, il y a Plan Guinée à côté qui se cantonne dans ce domaine. Justement. Donc ces institutions, nous leur demandons vraiment d'être en partenariat avec les ONG comme les nôtres. Voilà, c'est un appel que ces deux grands leaders qui militent pour le droit de l'enfant sont en train de lancer à l'endroit de vous, investisseurs ou vous, partenaires, de vous impliquer dans la défense des droits de l'enfant. Et pour revenir toujours, M. Camara, nous sommes pratiquement au thème de cette émission. Ça, ce serait certainement la dernière question. Pour vous, quelle est la différence entre enfant et gamin? Gamin. Vous savez, un enfant, d'après déjà ce qui est retenu par la Convention et le droit, dit que réellement un enfant c'est quelqu'un qui est situé dans l'intervalle de 0 à 18 ans, qui est reconnu déjà, ça c'est reconnu le droit de... Ça c'est juridiquement. Juridiquement. Voilà, parce qu'on a des juristes avec nous, hein, je te rappelle. Ah oui, oui, voilà. Ça vous encadrer, si vous comprenez. Donc un gamin, c'est quelqu'un qui est déjà dans cet intervalle aussi de cette enfance, mais qui peut se satisfaire sans, par exemple, l'aide d'une autre personne. Est-ce que vous comprenez? Mais un enfant, lui, il est immature. Il ne peut pas faire la différence entre le mal et le bien. Mais tandis qu'un gamin, il a cette notion en lui qui lui permettrait de faire, par exemple, la différence entre le mal et le bien. Donc c'est comme ça que réellement, moi, je peux situer la différence qui existe entre un enfant et un gamin. Et vous, ce combat que vous menez concerne les enfants ou les gamins? Ou les deux? Ce combat que nous menons
ça concerne les enfants mineurs. Parce que pour nous, tout enfant qui est dans l'intervalle, par exemple, de 0 jusqu'à 17 ans, sa cause est la nôtre aussi, quoi. Donc, dès qu'il y a un problème qui arrive, c'est notre problème à nous. Et dès qu'il est frustré, on est frustré. S'il ne se sent pas bien, on ne se sent pas bien aussi, quoi. Et donc, on est dans un domaine bien défini, qui est celle de l'encadrement, la protection des enfants mineurs. Un domaine qui est celui, par exemple, qui est celui de l'encadrement, la protection des enfants mineurs. Très bien, je reviens sur mon fameux juriste. Je rappelle, je ne l'ai pas signalé au début, à l'entame de cette émission. Vous êtes juriste à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Eh bien, quelle différence faites-vous en tant que, je ne dis pas en tant que juriste, mais en tant qu'observateur ou en tant que leader d'opinion, faites-vous entre enfants et gamins? Eh bien, comme vous l'avez si bien signalé, de ne pas parler juridiquement. Justement. Mais j'aimerais revenir toujours là-dessus. Allez-y. Le code de l'enfant désigne l'enfant de 0 à 18 ans, l'intervalle. Mais l'enfant et le gamin, il y a une différence, il y a un étroit. En fait, pour vous, il y a un rapport? Il y a un rapport entre les deux. Quel est ce rapport? Très bien. Ce rapport est que vraiment l'enfant, l'enfant se trouve au niveau, le gamin se trouve dans l'enfant. Ça c'est intéressant. Que l'enfant qui est là, c'est celui qui peut discerner les choses. Vous comprenez? Mais un gamin, c'est celui qui ne peut pas discerner les choses. Ok. Ça veut dire quoi? Que vraiment l'enfant, que vous l'aidez ou bien vous ne l'aidez pas, qu'il soit assisté avec une force extérieure ou pas, il peut faire quelque chose. Par exemple, un enfant de 13 ans, un enfant de 14 ans, un enfant de 17 ans, on peut constituer que c'est un enfant. Mais en même temps, on peut dire les enfants qui sont âgés de 13 et suivant jusqu'à 0, on peut dire vraiment c'est des gamins. Les gamins de la première année, les gamins de maternelle et suivant. Donc là, ils ont besoin d'une part, d'une force extérieure pour discerner le bien et le mal, comme l'a dit M. Camara. Voilà. Il y a une grande différence. Très bien, moi je reste tout de même satisfait par rapport à ces deux réponses. Alors, vous, aimables téléspectateurs, je crois que vous allez nous apporter dans les commentaires sur la chaîne YouTube vos réponses et vos éléments. Parce que moi, tout de même, je ne trouve pas une différence entre les deux expressions, mais on laisse alors la tendance à ces téléspectateurs d'apporter plus d'arguments dans les commentaires sur la chaîne YouTube. Le plaisir était pour moi de vous servir et merci à M. Gulde Sidibé d'être venu. Merci également à M. Camara, qui est communément appelé M. Franco, papa des enfants également. Voilà, donc on se retrouve très bientôt dans la prochaine édition. Merci également au grand cadreur, M. Moussa, qui est tout le temps avec nous. Merci également à l'administration de Amsterdam qui nous a reçus pour réaliser cette belle émission. On se retrouve très bientôt. Merci.